M5 TV, je vous présente parfois des associations. Aujourd'hui, c'est l'APAS, A-P-A-H-S, pour une association qui fait des activités autour de l'histoire, on va dire ça comme ça, à Sciences Po. Et j'ai le président de cette association, Malcolm Théolaire, qui est avec moi. Il est aussi enseignant à Sciences Po. Malcolm, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, cette association regroupe des étudiants, des anciens étudiants et des enseignants. Tout à fait. Alors, c'est une association qui a été créée à l'initiative d'enseignants à Sciences Po ou issus de Sciences Po, puisque Sciences Po forme un certain nombre d'enseignants du secondaire aussi. Et l'association qui a vocation à développer les activités autour de l'histoire à Sciences Po se veut aussi une association pédagogique. C'est d'ailleurs ça, une association pédagogique permanente. Et donc, et quand on dit association pédagogique, ça veut dire que vous avez vocation d'aider ceux qui font une agrégation d'histoire, c'est comme ça qu'on dit? Alors c'est ça, c'était une association qui soutenait d'abord les agrégatifs, donc les étudiants qui préparaient l'agrégation. Mais aujourd'hui, la PAS est devenue une sorte de communauté historienne à Sciences Po, d'étudiants et d'enseignants, autour de cette discipline historique qui n'a pas toujours la vie facile aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. On n'aime pas trop l'histoire normalement. Hein, on devrait. C'est une matière tout à fait intéressante, surtout sur le plan de la formation des étudiants de Sciences Po. C'est vrai que Sciences Po, on pense sciences politiques, mais pour bien être dans la science politique, il faut aussi voir l'aspect historique. Tout à fait. Alors, depuis la fondation... Pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les peuples, les pays. C'est ça. Alors, c'est un des fondamentaux de l'enseignement à Sciences Po, c'est l'histoire, avec le droit constitutionnel et la philosophie politique, disons. Et l'idée, comme vous le dites, c'est d'arriver à retracer un peu les généalogies des systèmes politiques et des organisations sociales. Et de ce point de vue, l'histoire a toujours occupé une place importante à Sciences Po. C'est pas tellement une question on n'est pas là pour apprendre les leçons de l'histoire, mais plutôt l'histoire, c'est une discipline qui repose sur l'enquête, et donc d'un point de vue de la méthodologie, c'est très situation pour n'importe qui veut avoir une approche un peu scientifique du monde qui l'entoure. Alors vous qui êtes enseignant à Sciences Po, vous enseignez quoi justement? Alors moi j'enseigne les relations transatlantiques au XVIIIe et XIXe siècle. Donc c'est un cours qui est centré sur pas seulement l'histoire diplomatique, mais aussi des questions relatives au commerce transatlantique, dont on connaît la triste réputation, en particulier pour ces périodes-là. C'est aussi réfléchir sur la culture révolutionnaire de l'espace atlantique à cette époque-là. Et j'enseigne aussi l'histoire des États-Unis au XXe siècle, avec évidemment des questions des questions migratoires, ou questions des droits civils, c'est un ensemble de problématiques. Et puis à Sciences Po, c'est essayer de redonner ces lettres de noblesse à l'histoire, en fait. C'est aussi ça l'un des objectifs de votre association. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est d'essayer de montrer que l'histoire, c'est pas seulement... c'est pas un truc d'historien ou d'élèves du secondaire, c'est une discipline... Les trucs qu'on prend, c'est dit, oh là là, mon Dieu. On se dit, oh là là, pourquoi il y a des gens bêtes avec Louis XIV? Non, c'est avant tout une manière de penser, en fait. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sur le truc de l'avoir un petit peu comme une enquête. Je pense que c'est un côté qu'on n'a jamais... dont on ne parle jamais, de voir l'histoire comme ça. Pourtant, c'est ce que veut dire le mot, issu du grec. L'idée de l'enquête, c'est... ce que Hérodote faisait, c'est-à-dire aller voir un peu au-delà des frontières de la Grèce pour étudier les peuples que l'on disait barbares, les ethnies lointaines, etc. Et dans une perspective aussi historique. Et donc toute l'idée autour de l'enquête historique, c'est de reconnaître qu'une époque est assez étrangère
à notre propre subjectivité, disons, et que donc il va y avoir un travail d'enquête, d'étude des sources pour comprendre ces périodes-là. C'est un peu faire de la sociologie aussi quand on fait de l'histoire. L'histoire en fait est un peu cannibale, c'est-à-dire qu'elle va prendre dans son giron des disciplines comme la sociologie, l'économie ou les sciences politiques, justement afin de mieux comprendre les différentes situations. Même l'histoire, les stratégies de guerre, des choses comme ça, oui. Tout à fait, l'histoire militaire. Je me découvre une passion pour l'histoire, c'est extraordinaire, c'est mon prof d'histoire qui serait content, mais bon. Alors, au-delà de cet aspect justement de redonner des lettres de noblesse à l'histoire, il y a aussi l'aspect convivial. Vous avez envie de créer des liens entre les enseignants, entre les étudiants et les anciens étudiants. Tout à fait, et pas seulement cela, mais aussi d'essayer de peut-être d'étendre cette communauté, parce que beaucoup des membres de la PAS sont enseignants dans le secondaire, sont plus à Sciences Po, et donc d'étendre ces connexions en dehors des murs, en dehors de Saint-Germain-des-Prés. Oui, garder les contacts. Voilà, ouais. Enfin, on organise des conférences publiques, et on veut aussi que ces conférences publiques soit ouverte au grand public. Au grand public, à tout le monde. En fait. Alors ça fait peur, parce qu'on se dit, oh là là, une conférence à Sciences Po, non mais laisse tomber, je ne vais jamais suivre. Est-ce que monsieur et madame, tout le monde, je veux dire, peut aller à une conférence à Sciences Po? Oui, je crois. Je pense que l'histoire est probablement la chose la plus accessible, en fait, en l'occurrence parmi les disciplines qui sont étudiées à Sciences Po. Donc allez-y avec bonheur. Alors il faut dire que l'association commence en ce début d'année 2015 une série de conférences qui va nous mener jusqu'au mois de mai, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est un cycle que l'on organise en partenariat. Alors nous ne sommes pas tout seuls avec l'Institut des cultures d'islam du 18e arrondissement, le ministère de la Culture, sont aussi impliqués le Centre d'histoire de Sciences Po, donc le laboratoire de recherche, et la Commission française pour l'UNESCO. Et donc c'est une conférence autour des politiques du multiculturalisme, c'est revenir en fait sur le débat autour du multiculturalisme qui a été, pendant un an, il y avait eu... Si je puis me permettre de revenir sur la généalogie de cette question, l'année dernière, des rapports avaient été, en 2013, des rapports avaient été rédigés sur la question de l'intégration, et de nombreuses associations avaient été consultées sur cette question de savoir qu'est-ce que c'était aujourd'hui que la France d'un point de vue culturel. Et qu'est-ce qu'il en était Il en était ressorti qu'en fait, les autorités publiques devaient prendre en considération la diversité culturelle de manière beaucoup plus bienveillante d'une certaine manière, avec cette idée de reconnaissance des cultures. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés en France aussi, c'était pour aider au niveau du travail. Donc ça, on l'oublie parfois. Oui, on a l'impression de voir tous les étrangers arriver comme des... le nom va certainement m'échapper, mais comme des envahisseurs, alors qu'au départ, ils étaient là vraiment pour construire une France qui manquait de main-d'œuvre. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que ces premiers moments migratoires, on parle de Français qui ont migré en métropole, mais à l'époque, dans les années 50, où ce mouvement se dessine, mais même dans l'entre-deux-guerres, pour les migrants algériens, on parle de Français. Et la France aujourd'hui reste un pays qui s'étend comme vous le savez, sur les océans, avec une diversité culturelle qui est indéniable. C'est-à-dire que même parmi les nationaux qui sont français depuis des centaines d'années, des générations et des générations, il y a une diversité culturelle et linguistique en particulier. Bien sûr. Vous êtes bien placé pour le savoir que les créoles à base française font partie intégrante de la culture nationale d'une certaine manière. Et ça, on a tendance, quand on porte le débat sur le multiculturalisme, d'oublier qu'en réalité, cette question ne se pose pas que vis-à-vis de la question migratoire, mais en termes aussi de savoir comment on peut aussi respecter le fait que la France... Comment on peut vivre une France multiculturelle. Voilà, qui est un état de fait. Voilà. Donc c'est un sujet que vous aviez déjà commencé à débattre l'année dernière, et dans le thème cette année, alors par exemple la première conférence a pour thème le citoyen, ou en tout cas pour question, le citoyen multiculturel a-t-il un avenir ?
Effectivement, on peut. Bon, on va pas répondre à la question tout de suite. Hein. La deuxième, c'est la République exclut-elle les gens qui viennent d'ailleurs, c'est ça? C'était ça? Pas seulement ça, même au sein même de la République, en particulier quand on pense au fait que on n'a toujours pas ratifié la charte des langues minoritaires, cette charte européenne des langues minoritaires, que pourtant une partie des Français appellent de leur vœu, justement parce qu'ils ne parlent pas forcément le français comme langue maternelle. Mais ça n'est pas seulement les migrants. Le breton. Alors le breton, c'est encore autre chose. C'est une langue de néolocuteurs, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que c'est une langue qui n'est pas, dont les locuteurs maternelle, aujourd'hui c'est négligeable. La plupart des gens qui parlent breton l'ont appris après le français. C'est vrai. Mais surtout aujourd'hui, parce que bon, c'est comme beaucoup de langues, ça s'est perdu. Par exemple, moi qui viens de Polynésie, la langue, à l'époque de ma mère, par exemple, était interdite. Sa langue maternelle était interdite à l'école et même à la maison, parce que de ce fait, les parents, puisque c'était interdit à l'école, ne voulaient pas que leurs enfants parlent tahitien. Donc il y a eu une période comme ça, une génération qui ne parlait plus et on réapprend à parler aujourd'hui. Tout à fait. Enfin, je veux dire, quand on dit que le breton est une langue de néolocuteurs, il ne faut pas oublier que c'était une langue de France, tout à fait dynamique, il y a plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, on a des langues comme le corse ou l'alsacien ou les créoles qui sont parlées comme des langues maternelles par des millions de Français. Et qui ne sont pas reconnus sous prétexte que, selon la Constitution, le français est la langue de la République. Ah oui, donc il faut changer ça au niveau de la loi, c'est ça? Voilà, alors la Constitution est ambiguë sur la question, mais c'est ça, c'est donc, pour ça la République. Ces débats-là, ces conférences sont données, puis ensuite on peut débattre, le public peut débattre, tout à fait. Poser des questions. Ce sont des conférences débats, donc des intervenants disons, spécialistes de la question, si je puis me permettre, présentent un peu l'état de leur connaissance sur la question, et ensuite, une heure est consacrée à la discussion entre les intervenants et le public. Voilà, et puis, alors pour vous donner encore quelques questions de thèmes qui seront débattus durant tout ce cycle de conférences, c'est la loi de Dieu et loi des hommes, pourquoi parler le français en France, les politiques culturelles doivent-elles être multiculturelles, donc des questions qui seront débattues tout au long de l'année, et jusqu'au mois de mai, on vous donnera bien sûr le programme. Alors si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site web de Sciences Po, tout simplement, sciencespo.fr, ou bien sur celui de l'association, c'est apasasso.wix.com, et puis sinon, il y a la page Facebook APAHS, qu'on dit APAS. APAS, tout voilà. à fait. Voilà. Alors, on pourrait rester des heures avec cet enseignant en histoire. Je vous réinviterai pour parler un petit peu plus en détail de l'histoire, justement, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes à apprendre. En tout cas, sachez que ces conférences-débats qu'ils organisent commencent en février, donc maintenant, et vont durer jusqu'au mois d'avril-mai. Donc, vous pouvez bien sûr vous inscrire. D'ailleurs, il vaut mieux s'inscrire en ce moment. Il vaut mieux s'inscrire. Non, mais c'est surtout parce que, alors, si je puis me permettre, cette première séance du 12, malheureusement, est comble, parce que le sujet semble attirer les foules. Oui. Donc il faut s'inscrire à l'avance, c'est mieux. Et puis en plus, il y a le plan Vigipirate, donc il vaut mieux aussi s'inscrire. Donc l'association pour les activités autour de l'histoire à Sciences Po, c'était l'APAS que nous recevions aujourd'hui, avec son président Malcolm Théolaire. Merci Malcolm. Je vous remercie.